le titre l'indique, je vous retrouve pour mes lectures du mois d'avril 2016. Au cours de ce mois, j'ai fait pas mal de lectures, j'ai quand même beaucoup lu, pas toujours des très gros livres, mais j'en ai lu pas mal. C'est un mois un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire que j'ai fait de très bonnes lectures et d'autres assez décevantes. Dans l'ensemble, les autres lectures étaient aussi assez moyennes. Du coup, je me suis pas forcément super éclatée, mais bon, je vais quand même vous présenter ce que j'ai lu. Le tout premier livre auquel je me suis intéressée ce mois-ci, je vous l'avais présenté dans un book haul assez récent, et il s'agit du Maître du Haut Château de Philip K. Dick. Ce livre, il avait fait pas mal parler de lui dans les commentaires, en tout cas il avait tenté quand même pas mal d'entre vous si je me trompe pas. Il m'intéressait aussi énormément puisqu'il s'agit globalement d'un univers alternatif, un univers dans lequel le Troisième Reich a malheureusement réussi à passer, c'est-à-dire que les Alliés n'ont pas vaincu, et qu'un régime nazi est malheureusement au pouvoir, et toutes les conséquences qui vont avec. Ici l'histoire se situe aux États-Unis et ses habitants sont donc sous domination nippone, puisqu'on sait qu'à cette époque, le Japon avait des ambitions assez importantes vis-à-vis des États-Unis, qu'ils voulaient les détruire ou en tout cas prendre le pouvoir sur cette partie du monde. C'est ce qu'ils ont réussi à faire et nous on y suit le parcours de différents personnages, certains qui sont dans des sphères par exemple nazies qui sont installés sur place, des commerçants, des ouvriers, voilà vous avez différents types de portraits. Vous avez des parties des États-Unis qui sont plus ou moins libres, d'autres complètement dominées par le Japon. Bref, vous avez différents types de personnages et différents types de parcours qui sont associés forcément à ces différents contextes. C'est une lecture que j'ai pas nécessairement aimée, j'ai pensé à l'abandonner plus d'une fois parce que honnêtement je l'ai trouvée très complexe. J'ai trouvé que l'histoire n'avançait pas vraiment et justement vis-à-vis de ces différents points de vue que vous avez, donc ces différents personnages dont vous suivez l'histoire, leurs histoires ne se rejoignent pas toujours et on a presque l'impression que c'est plein de portraits qui n'ont pas forcément de sens commun. Ce qui a aussi été assez difficile à appréhender, c'est que quand vous entrez dans ce livre-là, vous n'avez pas de mise en contexte très nette. On vous présente certains détails, vous allez devoir vous y faire au fur et à mesure de la lecture, mais vous n'êtes pas du tout accompagné dans la description du récit, vous n'êtes pas accompagné dans la mise en place de son contexte, et ça c'est quand même assez difficile je trouve à prendre en compte, parce que le livre déjà étant assez ancien, datant des années 60, le style est aussi différent, il n'est pas forcément actuel, faut s'y faire d'une part, et en plus on n'est pas très accompagné dans la mise en place du contexte. Parmi les choses qui sont appréciables, c'est évidemment le contexte mis en place, même si malheureusement il n'est pas assez bien exploité, j'ai trouvé. Après c'est peut-être le fait que moi je connaisse la Seconde Guerre mondiale avec énormément de recul, hein. J'ai eu la chance de pas la vivre. L'auteur qui a écrit ce livre, lui il a forcément vécu, donc il a un œil extérieur et peut-être un point de vue qui n'est pas le mien et peut-être pas les idées que j'aurais voulu voir, puisque c'était quand même dans un contexte de guerre froide quand ça a été écrit, donc bon, tout change et mes attentes sont forcément différentes du contexte dans lequel le livre a été écrit. J'ai aussi trouvé que le message du roman était pas mal, malheureusement il est assez flou, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut vraiment l'interpréter et lire le livre de plusieurs façons, en tout cas pas forcément de la façon la plus littérale. Le message n'est pas forcément positif, mais il aurait été génial pour un roman d'anticipation, ce qui est un petit peu le cas de ce récit-là, mais ça aurait été génial si ça avait été plus poussé que ça, parce qu'en gros on va vous présenter la capacité de l'homme à s'adapter aux pires situations, bah là vivre sous une domination carrément horrible, mais aussi la capacité de l'homme de toujours chercher à se lever contre le mal et une société qu'il estime être mauvaise et en tout cas absolument injuste. Du coup le message est plutôt cool parce qu'il suscite pas mal de tensions, il suscite aussi pas mal de réflexions. Malheureusement je trouve qu'il est pas assez bien exploité dans ce récit-là, en tout cas peut-être que j'ai pas perçu toutes les subtilités du récit, mais bon, j'aimais bien la substance du récit, j'ai pas trop accroché à la globalité par contre. La chose la plus dérangeante vis-à-vis de ce récit-là, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'être passée à côté de quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des récits, des passages qui sont intéressants, comme je vous l'ai dit le contexte est assez original, mais j'ai l'impression de pas tout avoir compris, peut-être d'être un peu trop bête pour avoir tout saisi ici. Est-ce que le roman est trop subtil? Est-ce qu'il ne dévoile pas assez de détails et c'est au lecteur de combler tout ça avec son imagination et peut-être sa perception des choses? En tout cas j'ai eu l'impression de passer à côté de quelque chose et peut-être d'être vraiment trop sotte pour avoir compris le but de ce récit-là. J'ai vraiment eu un goût d'inachevé en terminant ce récit-là. J'ai eu l'impression qu'il se terminait un petit peu en eau de boudin, on sait pas trop où on en est, où on va aller, si c'est vraiment la fin, est-ce qu'il y a une question, une réflexion très importante à côté de laquelle j'ai pu passer. J'ai vraiment eu l'impression que le livre n'était pas achevé. Je sais que quelques chapitres ont été rajoutés à ce récit-là. Il y a des informations complémentaires en fait, c'est un récit enrichi. Pour moi c'est un livre que je ne recommanderais pas du tout aux personnes qui ne sont pas habituées au genre de la science-fiction parce qu'il est très complexe je trouve. Je pense qu'il est peut-être à réserver aux purs et durs du genre. En tout cas je vous encourage à vous y intéresser si vous avez l'habitude de ce genre de récit-là. Maintenant pour les néophytes ce sera peut-être pas trop votre came. J'ai ensuite lu un livre que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à une amie très récemment et il s'agit de Carnage de Maxime Chatham.
Alors ce livre est très court, je crois qu'il fait à peine une centaine de pages ou alors un poil plus. Donc il est très rapide à lire et pour moi il se rapprochait un petit peu plus d'une nouvelle dans le sens où il est très court. L'action est aussi assez rapide et je pense que l'idée de ce récit-là c'est plus de délivrer une espèce de morale et moins de présenter un roman captivant et absolument divertissant. Ce que j'ai trouvé très cool, c'est que malgré la période à laquelle il a été écrit, le thème est encore actuel, c'est-à-dire que le thème qu'on vous présente peut se déplacer selon l'époque et malheureusement selon les contextes de notre société et ce qu'on vit actuellement. Du coup le livre est quand même super abordable, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas du tout habitué au genre des thrillers, parce que c'est un thriller, vous pouvez le lire sans problème. Je pense qu'il faut pas être grand amateur du genre pour se plaire là-dedans. C'est très facile à lire et c'est très prenant. Pour ce qui est de l'histoire, dans Carnage, vous allez suivre une fusillade en fait qui a lieu dans un lycée, c'est-à-dire que malheureusement c'est ce qu'on a eu l'habitude d'entendre aux États-Unis. Un jeune en fait se ramène dans son école et décide de tuer un petit peu tout le monde et finit par se suicider. Nous on va avoir un enquêteur qui va être dépêché sur place pour savoir comment ça s'est passé, un petit peu retracer tout le déroulé des faits, évidemment trouver des indices, savoir pourquoi il a fait ce type d'acte et tout ce qui va en découler. Ça c'est vraiment la partie visible de l'iceberg parce que l'histoire va beaucoup plus loin que ça et je préfère pas vous en dire plus, je vous invite plutôt à découvrir le récit. Ce que j'ai aimé, c'est que le livre entre directement dans l'action. Il n'y a pas de transition, vous êtes directement en fait au cœur de la fusillade parce que vous avez un point de vue des différentes personnes qui s'y trouvent. C'est plutôt très intéressant parce qu'on est vraiment dedans, on est embarqué tout de suite et c'est vrai que si on n'a pas l'habitude des thrillers, je trouve ça plutôt bien parce que du coup on est très accompagné. Comme je vous le disais, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit-là, c'est aussi son réalisme, c'est-à-dire que comme vous le savez, ce type d'acte se produit aux États-Unis malheureusement assez régulièrement. La façon dont c'est décrit est aussi très réaliste, ce qui est vraiment très appréciable. Mais surtout c'est que ce fameux thème et la fameuse morale qu'on trouve dans ce récit-là se transposent malheureusement aussi pour nous à notre période, à notre époque, dans notre pays, parce que ça va bien plus loin qu'une simple malheureusement fusillade dans un lycée. Ce qu'on pourra reprocher à ce récit-là, c'est que peut-être que l'histoire, les personnages, en tout cas le déroulé de l'histoire n'est peut-être pas assez fouillé. Malheureusement c'est une nouvelle je pense plus qu'un récit. Du coup ça s'explique un petit peu, mais ça peut déranger en effet. On peut se dire que l'action est peut-être trop facile, que les choses vont peut-être trop vite. Je l'ai pas ressenti comme ça, mais je peux tout à fait comprendre qu'on le ressente. Je pense que ici le but était de démontrer plutôt un concept que de présenter un vrai thriller. Pour moi c'est un très bon livre pour découvrir le genre, pour s'intéresser un petit peu au thriller et en tout cas lire un roman qui reste actuel malgré la période à laquelle il a été écrit. Je vous le recommande donc assez chaudement. J'ai ensuite lu un livre qui était assez difficile, c'est-à-dire que le thème est vraiment très sensible, la façon dont c'est conté est aussi très brute, du coup c'est vraiment un livre délicat. Il s'agit d'Hippocrate aux enfers de Michel Simès. Ce livre-ci, je vous en avais parlé aussi dans un book haul assez récent. On me l'avait recommandé parce que comme je vous l'ai dit, la Seconde Guerre mondiale m'a toujours fascinée, parce que j'ai du mal à comprendre comment on a pu en arriver là. Certains chapitres sont vraiment très surréalistes, on a vraiment du mal à croire que ce qu'on lit est malheureusement la réalité et un fait historique qui est assez difficile parce qu'on vous présente finalement différents médecins qui ont participé au projet d'Hitler, donc qui ont été plus ou moins cruels, d'ailleurs tous je dirais, qui ont pris le parti de traiter l'homme bien malheureusement comme un cobaye et de les utiliser pour leurs différentes expérimentations, de soi-disant pousser la médecine, de pousser la science, malheureusement aux dépens d'êtres humains qui eux n'avaient rien demandé, qui ont subi des expériences atroces, beaucoup sont morts d'ailleurs de ces fameuses expériences et ce qui m'a beaucoup choquée et beaucoup révoltée, c'est que malheureusement pas mal de ces médecins ont réussi à échapper au sort qu'ils méritaient. Ils ont pu partir en fait tout à fait impunément par rapport à ce qu'ils avaient commis, ce qui est assez énervant à la lecture de ce récit parce que c'est très énervant de voir que des types cruels comme ça ont pu échapper à un sort qui devait les attendre. Honnêtement j'ai parfois eu l'impression de lire un roman d'horreur tant les scènes sont terribles et vraiment cruelles. C'est là où je vous dis qu'il y a une espèce d'énorme ambivalence à la lecture de ce récit-là, c'est qu'on le sait que c'est un fait historique, on sait que les faits qui sont contés ici ont été prouvés parce qu'on a retrouvé des documents, parce qu'il y a eu des témoins, il y a eu heureusement quelques survivants, mais les scènes sont tellement horrifiantes, sont tellement surréalistes qu'on a vraiment du mal à se dire mais c'est vraiment arrivé, il y a vraiment des types qui se sont permis de faire ça et des gens qui ont malheureusement eu un sort qu'on a l'habitude de voir plus dans des films d'horreur, dans des séries que dans la réalité et c'est terrible de se dire que c'est vraiment arrivé. Et je pense que c'est important de lire ce genre de livre pour une bonne piqûre de rappel et se dire que l'homme ne devrait plus jamais pouvoir se permettre de commettre des actes aussi terribles.
Je pense que c'est important de se confronter malheureusement à l'horreur de cette époque-là parce qu'il faut pas qu'on puisse y revenir. Je pense que c'est aussi très intéressant d'avoir présenté l'horreur de cette période-là à travers les yeux des médecins qui normalement sont là pour soigner les gens, sont là pour aider, guérir et en tout cas pas tuer. C'est important de présenter aussi cet éclairage parce qu'on a le rôle des médecins là-dedans qui a malheureusement été capital parfois, n'est pas toujours éclairé et je pense que c'est important de s'informer sur le sujet parce que certains de ces bourreaux ont eu une place très importante. Ici Michel Simès nous les présente et c'est vraiment pas facile à lire. J'ai ensuite décidé de rejoindre le monde de la fiction pour de bon parce que je pense que j'avais besoin de m'éloigner un petit peu de tout ça et je me suis intéressée à Intérieure Nuit de Marisha Pessl. Ici j'ai pas la couverture totale, c'est ma soeur qui m'a ramené ce livre là. Intérieure Nuit c'est un thriller, un bon thriller de 700 bonnes pages. On y suit le parcours d'un journaliste qui a souvent enquêté sur un réalisateur qui s'appelle Cordova, qui réalise des films qui sont assez insoutenables pour ses spectateurs, c'est-à-dire qu'ils vont souvent chercher au plus profond de la nature humaine et vous mettent très mal à l'aise. Ces films tiennent souvent du thriller très glauque et c'est un réalisateur qui a su susciter les foules, qu'il s'agisse d'admiration ou de répulsion la plus totale, mais c'est ce genre de réalisateur qui mobilise vraiment les gens et qui leur tire des réactions souvent très extrêmes. Ce réalisateur a eu l'habitude de projeter des films qui étaient confidentiels, c'est-à-dire que certains ont été primés aux Oscars, et d'autres trop atroces n'ont jamais été diffusés dans des salles de cinéma car non autorisées et sont projetés dans des séances qui sont tout à fait illicites, dans des souterrains, dans des catacombes. Bref, pour assister à ces projections, il faut être un initié et réussir à suivre toutes les miettes que va semer ce réalisateur. C'est pas tout à fait le but de ce récit-là, mais si je vous présente ça, c'est que dans ce récit, sa fille en fait est retrouvée morte à Chinatown, à New York. Et un journaliste qui avait enquêté sur ce réalisateur, qui avait cherché à trouver pourquoi il était si intéressant et est-ce qu'il avait des choses à cacher finalement, va s'intéresser à la mort de cette jeune fille et va essayer de comprendre pourquoi elle est morte, comment elle est morte, ce qui s'est passé exactement. Et on va suivre tout son parcours à travers ce récit-là. Ce récit, malheureusement, je l'ai trouvé assez long. Bon, il fait quand même 700 pages. Par contre, l'énorme point positif, c'est que ce fameux personnage de Cordova, tout son univers, est extrêmement réaliste. L'auteur a vraiment fait un travail de malade là-dessus parce que ce réalisateur, il a beau être fictif, on a vraiment l'impression qu'il est réel. De même, l'édition de ce livre est assez particulière puisqu'il est assez interactif, c'est-à-dire qu'un petit peu comme d'autres romans que j'ai pu vous présenter, vous avez des extraits de rapports policiers, d'articles, de blogs, des captures d'écran en fait, de sites un petit peu cachés, mais c'est plutôt cool, j'avais jamais vu ça dans un thriller et je trouvais ça assez original. Pour vous donner un petit exemple, voici le genre d'article que l'on peut trouver. Alors ici je vous spoil rien du tout, parce qu'il s'agit quasiment du premier chapitre et donc de la première capture d'écran qu'on peut y trouver. Comme je vous le disais, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est l'univers mis en place par l'auteur. Ce fameux réalisateur de Cordova, on a l'impression qu'il existe, on a l'impression qu'il est vraiment là, que ces films existent aussi. Honnêtement, au fur et à mesure de la lecture de ce récit, j'avais envie de découvrir ces films et de les voir. Alors que je sais parfaitement qu'ils n'existent pas, qu'il s'agit de pure fiction, mais vraiment, l'auteur a réussi à me donner envie de découvrir ce fameux réalisateur qui n'est qu'un personnage de fiction. Du coup, tous les rebondissements qui ont lieu autour de ce fameux personnage, de son univers, sont hyper cohérents et très réalistes. Ça me choquait pas du tout de voir certains rebondissements, je me disais que c'était même logique. Presque comme si je connaissais ce réalisateur et qu'on avait eu l'habitude de voir les frasques autour de celui-ci. Du coup, le suspense est assez bien géré, il y a des passages qui sont vraiment très bien construits, qu'il s'agisse de passages autour de Cordova ou pas du tout. Il y a des témoignages de certaines personnes qui sont vraiment captivants, vraiment il y a des passages que j'ai trouvé extrêmement bien réalisés, je tournais les pages sans m'en rendre compte et parfois je restais des heures à lire et je m'en rendais pas compte non plus. S'il y a un reproche que je peux faire à ce récit-là, c'est un petit peu le côté petit pousset qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire que nos personnages forcément vont suivre plein de petits indices et c'est toujours un petit peu pareil, un indice mène à un autre, qui mène à un autre, qui mène à un autre, et ainsi de suite. On sait que même s'ils galèrent un moment à trouver quelque chose, on sait qu'ils vont rebondir à un moment ou à un autre, mais on sait que ça va arriver, qu'ils vont pas forcément trop galérer à trouver les informations qu'ils recherchent, et ça casse un peu le suspense parfois parce que on sait que ça va évoluer, on sait juste pas quand. Ça pour moi c'est un petit peu l'écueil de ce récit-là. Pour moi c'est un thriller que je réserverais pas forcément aux débutants du genre parce que déjà il est très long donc ça peut décourager, c'est quand même 700 pages. Le schéma un petit peu répétitif peut aussi lasser, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur pour découvrir les thrillers. Enfin ce qui m'a vraiment plu et ce qui peut vous plaire à la lecture de ce récit-là, c'est l'aura qui est mise en place dans ce récit, le réalisme de certains personnages et de certaines situations qui est vraiment très bien foutu et pour ça l'auteur a fait un travail de malade. Ma
lecture suivante fut une lecture que j'avais beaucoup vue sur Booktube. C'est un livre très populaire dans la case jeune adulte. Il s'agit de The Book of Ivy d'Amy Engel. Pour ce qui est du résumé de The Book of Ivy, pour les personnes qui n'en auraient jamais entendu parler, mais honnêtement j'en doute, surtout sur Booktube, vous êtes dans un univers dystopique. Les humains ont encore bien foutu le bordel sur Terre, il y a eu des tas de guerres nucléaires, donc la nature est bien défoncée. Vous avez eu une paire de survivants qui se sont retrouvés dans une petite ville. Ces fameux survivants se sont réunis, ont essayé de réorganiser une société. Malheureusement, ils n'avaient pas tous le même point de vue sur la façon dont elle devait être mise en place. L'un des deux camps a réussi à imposer son point de vue un petit peu par le biais de la force, hein, donc pas top. Et nous on se retrouve, je crois, 2 générations après ça. Vous avez donc l'un de ces fameux deux camps qui est au pouvoir et chaque année, pour renouer les liens entre le camp des perdants et le camp des gagnants, les filles des perdants sont promises aux garçons des gagnants. Et nous on va suivre le parcours d'Ivy, dont c'est le tour en fait de se marier. Je crois que c'est à un certain âge, hein, 16 ans je crois, donc un peu jeune quand même, et un petit peu forcée aussi. Ivy, elle est la fille d'un de ces fameux camps, le camp des perdants, et elle va devoir épouser le petit-fils direct du camp des gagnants. Alors pour The Book of Ivy, j'ai encore eu l'impression d'être le chat noir de la littérature jeune adulte sur Booktube, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas du tout autant apprécié que les avis que j'en avais entendus ou lus d'ailleurs sur les blogs. Pour moi, c'était une lecture divertissante, mais absolument pas génialissime. Le gros écueil de ce récit-là, c'est que je l'ai trouvé absolument prévisible. Pour tout vous dire, je crois que j'ai deviné quasiment toute l'histoire au bout de 2 chapitres. Ce qui est assez frustrant parce que quand on commence une histoire, on a envie d'être surpris par ce qui va s'y passer. Malheureusement, tous les détails me venaient en tête au fur et à mesure de la lecture du récit, et d'ailleurs j'ai eu raison. Ce qui était un petit peu dérangeant, c'est aussi que malgré un style très fluide, très facile à lire et d'ailleurs très agréable, j'ai trouvé que c'était pas toujours assez recherché, que l'histoire n'était pas assez fouillée, et c'est ce qui pour moi le rend un petit peu dérangeant. Par contre, ce qui est très cool, c'est que comme je vous l'ai dit, il se lit très rapidement, très facilement. Je trouve que c'est un parfait livre pour se divertir. Je pense que c'est le genre de bouquin qu'on peut emmener par exemple en vacances à la plage tranquillement. On va pouvoir le poser, le reprendre même 2 jours plus tard, normalement on va s'y retrouver. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce récit là, c'est le message qui est délivré. Alors vous le savez si vous avez eu l'habitude de voir pas mal de mes vidéos, la cause féminine est quelque chose qui me touche beaucoup. Et ici, notre personnage principal va vraiment la mettre en avant parce qu'elle est tout à fait contre ces fameux mariages forcés, et heureusement, et elle défend systématiquement le besoin de disposer de son corps comme on l'entend, et de disposer d'ailleurs de son avenir comme on l'entend aussi. Ce message, il est assez souvent répété au fur et à mesure du récit, et j'ai trouvé ça vraiment chouette de pas seulement l'aborder au début, mais d'avoir un personnage qui a vraiment ces convictions-là, qui les présente comme très importantes. Donc j'ai trouvé ça très cool d'avoir ce message répété, parce que je pense qu'il sera jamais assez suffisant de le dire. C'est quelque chose d'important, et je pense que toutes les jeunes filles de notre époque ont le droit de savoir que leur corps, elles ont bien le droit d'en faire ce qu'elles veulent, et qu'elles n'ont pas du tout à être jugées pour ce qu'elles en feront. Ce qui m'a un petit peu saoulée aussi, c'est le personnage d'Ivy, notre fameux personnage principal, parce qu'elle a des réactions qui sont parfois tellement contradictoires et en 2 pages seulement que j'avais envie de la taper, hein, honnêtement. J'avais envie de lui dire, mais meuf, ouvre les yeux, calme-toi un petit peu, réfléchis, prends le temps et arrête d'agir n'importe comment. C'était assez agaçant. Alors après, c'est lié au contexte dans lequel elle évolue et son passé et ainsi de suite, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, ça reste plus ou moins cohérent avec ce qu'elle a pu vivre. Du coup, c'est vraiment un récit que je recommanderais aux personnes qui n'ont pas forcément eu l'habitude de lire beaucoup de dystopies jeunes adultes, parce que pour le coup il sera très divertissant. Le thème est aussi franchement intéressant, je trouvais ça plutôt chouette comme concept, donc ça peut vous plaire. Vous ne vous attendrez peut-être pas à tous les rebondissements, et ça c'est mieux. Si vous en avez déjà lu beaucoup, je pense que c'est sympa si le concept vous intéresse. Maintenant vous attendez pas au récit qui va vous exploser complètement le cerveau et vous retourner le cerveau en vous disant ah c'est génial. Moi ça n'a pas été mon cas. Je me suis ensuite intéressée à un autre livre jeune adulte, cette fois-ci dans un genre beaucoup plus différent, puisqu'il s'agit de The Winner's Kiss par Marie Rutkowski. The Winner's Kiss, c'est le dernier tome d'une trilogie, une trilogie dont je vous ai pas mal parlé sur cette chaîne parce que je la trouve assez bien fichue. Globalement, pour ce qui est de la présentation de la trilogie qui s'appelle The Winner's Curse si je me trompe pas, on y suit le parcours de 2 personnages en particulier, dont Kestrel qui est la fille d'un général d'un empire qui a conquis pas mal de pays, dont une petite péninsule où vit un autre personnage qui s'appelle Harris. Ce qui va se passer, c'est que notre Kestrel va un jour acheter aux enchères Harris,
fils qui est un esclave et le ramener dans sa maison, à son service. Kestrel, c'est un personnage qui est assez intelligent dans ce monde, dans cet empire. Une femme a plusieurs choix, c'est-à-dire que passé un certain âge, elle doit soit se marier, soit entrer dans l'armée. Tout un tas d'événements vont se produire et j'ai pas du tout envie de vous en dire plus parce que ça va beaucoup plus loin que ça et c'est vraiment un très bon récit. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit-là, c'est que l'histoire est vraiment très cohérente. Comme je vous l'ai dit, elle fait suite directement au deuxième tome, ce qui est plutôt très cool. Et tout le déroulement de l'histoire est vraiment très concret, très cohérent. Il n'y a pas un moment où vous vous dites ça va trop vite, ça c'est trop facile, ça devrait être différent. Tout vous paraît extrêmement logique et très bien construit, vraiment très bien articulé. Dans le sens où c'est pas seulement l'histoire qui est bien construite, c'est aussi les personnages, leurs réactions, la façon dont ils vont se remettre en question, la façon dont ils vont agir. Parfois ça va vous sembler agaçant mais c'est extrêmement concret avec tout ce qui s'y passe. Ils ont des personnalités complexes, vous avez des fois des sentiments un petit peu ambivalents à leur écart. Je trouve ça chouette de pas forcément avoir un héros ou une héroïne très lisse. Vous avez des personnages qui ont beaucoup plus de relief que ça et c'est vraiment très cool. Ce qui est aussi très chouette, c'est que l'histoire se déroule pas forcément dans des conditions qui sont les meilleures pour nos personnages et ce qui est bien, c'est que l'auteur a pas hésité à les malmener un petit peu parce que eh bien c'est cohérent avec ce qu'ils ont fait, ce par quoi ils ont pu passer et c'est plutôt cool parce que c'est pas toujours que nos personnages vivent des situations vraiment difficiles parce que pour le coup il y a des passages qui sont vraiment pas faciles à lire mais vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de l'univers qui est mis en place, du contexte, le parcours des personnages est très cohérent, très réaliste et ça c'est vraiment chouette. Là aussi ce qui change beaucoup dans cette fameuse trilogie, c'est que ça reste un roman jeune adulte mais vous n'avez pas ce côté action à fond qu'on a souvent dans les romans jeune adulte et c'est plus vrai pour les dystopies. Là vous êtes dans un roman plus fantasy mais vous avez beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, beaucoup de complots, ce genre de choses là vont être beaucoup plus nettes et beaucoup plus importantes vis-à-vis d'une action pure et dure. C'est vraiment ce qui fait la force je trouve de cette trilogie, c'est qu'elle se démarque vraiment. Vous avez des personnages dont l'intelligence est mise en avant, vous avez une histoire qui est plus basée sur les stratégies, la planification de certaines choses plutôt que sur une action concrète, ce qui peut frustrer si on n'est pas trop là-dedans, mais je trouve ça vraiment génial parce que ça change et c'est vraiment très bien fait. Pour moi c'est vraiment une trilogie jeune adulte qu'il faut découvrir parce qu'elle est différente, parce qu'elle est bien fichue, parce qu'elle change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Malheureusement elle n'est pas encore traduite en français, je sais pas si ce sera le cas un jour. J'espère qu'un jour les maisons d'édition s'y mettront parce qu'elle est quand même assez populaire aux États-Unis cette fameuse trilogie. Pour ce qui est du niveau d'anglais, pour moi c'est vraiment un niveau intermédiaire à compliqué, c'est-à-dire que vous avez vraiment des passages qui ont du langage militaire, du langage très stratégique auquel il faut se faire. Pas pour les débutants malheureusement si jamais vous voulez le découvrir. Et enfin les deux livres avec lesquels j'ai terminé le mois et il s'agit des nouvelles et des préquels liés à l'histoire du Trône de Fer. Il s'agit de Le Chevalier Errant, L'Épée Lige et L'œuf de dragon. Tous écrits par George R.R. Martin. J'ai été très contente de replonger dans l'univers du Trône de Fer qui est super cohérent, qui est tellement fouillé. C'est vraiment un travail de dingue qu'a fait George R.R. Martin en créant cet univers. Honnêtement, c'était vraiment très cool à retrouver. Les différentes maisons d'ailleurs qu'on connaît dans le Trône de Fer, mais qui ici eh bien, sont plus vieilles. Par exemple, dans ces récits-là, les Targaryens sont au pouvoir puisqu'ils étaient là avant l'histoire qu'on connaît nous. C'était vraiment très cool à retrouver. Après, ce que je peux dire, c'est que ce sera peut-être pas pour les néophytes, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu aucun des livres de George R.R. Martin, ce sera peut-être pas tout à fait votre came, ça va peut-être vous paraître un petit peu pas très intéressant. Honnêtement, tous les récits ne se valent pas. C'était surtout très cool de retrouver cet univers-là, d'avoir des détails qu'on n'a pas forcément eu ou dont on a entendu vaguement parler au fur et à mesure des différents livres, mais qu'on ne connaîtra pas forcément dans la série d'ailleurs. J'ai trouvé très cool certaines histoires, celle du Chevalier Errant en particulier, j'ai trouvé vraiment très prenante. Je me suis créé pas mal d'inquiétudes vis-à-vis de certains personnages, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai vraiment vécu le récit comme un petit épisode de série, donc ça c'était vraiment très cool. Là où c'était vraiment très cool, c'est que j'avais acheté un livre dont je vous avais parlé dans un book haul, qui est cette fameuse petite encyclopédie qui est d'ailleurs très lourde à porter, mais vous avez les présentations plus en détail et bien de tout l'univers de Game of Thrones, tout ce que l'auteur a mis en place, c'est-à-dire qu'il vous parle de rois que vous n'entendrez pas forcément parler dans les récits principaux ou dans les nouvelles. Bon là on vous en parle de certains, mais j'ai pu lire leur histoire en détail là-dedans parce que je les avais découverts ici et j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire le rapprochement entre les deux, d'en apprendre plus et de me dire vraiment ce mec il a créé un univers de dingue. Il y a des tas de récits, j'ai pu en apprendre sur les princes, les rois qu'on nous présente dans les nouvelles. Ah j'étais contente, mon côté fangirl et mon côté ahuri vis-à-vis de tout le travail de cet auteur là était taré quoi.
C'est des nouvelles qui apportent pas forcément des tas de choses aux récits principaux. Je pense que ça m'a permis de me poser quelques petites questions parce qu'il y a des petits détails qu'on vous donne qui font que je me dis ah et tiens, et si ça allait jouer un rôle plus tard dans la série, dans les livres. Je me suis posé ces petites questions, maintenant je suis pas sûre que ça joue beaucoup, mais voilà, c'était plutôt chouette à retrouver. Je pense que c'est réservé aux très gros fans de l'auteur et de l'univers. Et c'est tout pour les lectures que j'ai pu faire au mois d'avril. Comme vous l'avez vu, c'était pas mal de genres différents. J'espère que j'aurais pu vous intéresser, peut-être vous tenter pour la lecture de certains de ces livres. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous le savez, je serais très contente d'échanger avec vous. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!